venus jusqu'à nous pour ce nouveau meet-up, donc Cloud Expert Paris. Pour ce meet-up, on va avoir la chance... Et comment ça marche pas, t'as pas dit? Voilà. On va avoir la chance d'avoir 3 belles interventions. La première, elle sera gérée donc, par Julien Simon, qui nous fait l'honneur d'être ici avec nous ce soir. Merci Julien. Julien est donc évangéliste global AWS sur tout ce qui est sujet de machine learning et d'intelligence artificielle. Son intervention sera suivie d'une intervention de 2 experts CloudReach. Donc on est plutôt fiers, Zakaria, Cloud System Developer Expert chez CloudReach, et donc Thomas Padovan, qui est également un de nos seniors Cloud System Developers. Très rapidement, l'objectif de cette présentation, c'est de parler des sujets pour lesquels vous êtes déplacés. On va vous expliquer un peu qui on est et pourquoi on prend la parole aujourd'hui. Derrière, Julien couvrira les sujets et la différence de fond véritablement entre le machine learning, le deep learning et le reinforcement learning. Zakaria ensuite rentrera dans le vif du sujet avec un focus véritablement sur DeepRacer. Thomas rentrera encore un petit peu plus en détail sur la notion de reward function et comment est-ce qu'on peut véritablement optimiser ces fonctions. On a un petit bonus à la fin parce que Julien nous fait l'honneur de nous avoir amené des voitures, donc on aura un petit focus de concrètement qu'est-ce qui se passe. Et enfin, on vous invite bien évidemment à rester à la fin. On aura un petit apéro. Je vous invite bien évidemment, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à interroger les experts CloudReach ou Julien, qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui. Concrètement, CloudReach, qui on est? On est un acteur du cloud, on est un acteur 100% cloud natif. On est véritablement né dans le cloud. On a vocation à y rester, on ne sera pas à l'infrastructure physique. On a la chance de bénéficier d'un partenariat premier avec AWS depuis 2009, si je ne dis pas de bêtises. Un partenariat qui, même cette année, a été reconnu comme on est le Consulting Partner of the Year. Concrètement, donc, vous voyez ici l'équipe CloudReach France. Au niveau global, CloudReach, c'est environ 1000 personnes et c'est véritablement plus de 950 certifications sur le cloud et notamment sur AWS. Une approche très simple chez CloudReach, et je pense que vous le verrez à travers l'expertise des intervenants d'aujourd'hui, on va véritablement favoriser ce qu'on appelle d'un point de vue très marketing, le brain power over manpower. Concrètement, ça veut dire quoi? On est persuadé que si on tire profit au maximum de la technologie, on n'a pas besoin d'équipe à rallonge pour déployer et vraiment utiliser le cloud public. Et mes camarades vont vous le démontrer tout de suite. Ah non, pardon, c'est Julien d'abord. Julien, à toi. Les accidents. Bonsoir à tous, merci de votre temps. Donc, je m'appelle Julien, ça fait 4 ans que je suis chez AWS et mon travail consiste à voyager et faire mal à la tête au maximum de gens. Voilà, donc on va faire ça ce soir. Donc j'ai une session qui s'appelle MDR Learning. C'est une blague que je peux faire qu'en France, donc il va falloir que j'enlève ça la prochaine fois. Évidemment, MDR, c'est Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning, en 40 minutes. Donc, inutile de dire que l'idée, c'est pas de faire de nous des spécialistes de ces 3 domaines, l'idée, c'est de survoler tout ça et de contraster les différentes notions. Parce qu'on entend tellement d'âneries. Oui, je suis filmé, alors je vais faire attention à ce que je dis. Je ne vais pas nommer qui que ce soit. On entend tellement d'âneries sur ces sujets que j'aime bien commencer par reposer un peu le débat, et puis on zoomera quand même beaucoup sur le reinforcement learning, qui est un sujet évidemment récent et encore très mal connu, et puis surtout il est au cœur de DeepRacer qui est là-bas et dont on parlera plus tard. Donc, commençons par le commencement.
Je suis désolé si vous savez déjà ça, mais je ne parierai pas 5 € que tout le monde est très à l'aise sur les 3 notions. Donc l'intelligence artificielle, c'est concevoir des systèmes et des applications qui présentent des comportements humains. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend surtout la capacité à communiquer avec les mêmes sens qu'un humain, c'est-à-dire la voix, le langage naturel, etc., la vision, et de manière plus générale, la capacité à raisonner et à faire preuve d'intuition. Généralement, quelqu'un commence à m'insulter dès ce slide en disant « Attends, l'intuition, c'est quoi la définition informatique de l'intuition ?» J'en ai pas. Donc si vous voulez remplacer ça par prédiction, remplacez ça par prédiction. Mais quand vous dites « Tiens, il va faire beau demain », c'est une prédiction ou c'est une intuition? Bon, c'est un débat philosophique. On laissera ça aux élèves de terminale. Le machine learning, c'est un sous-ensemble de l'IA. D'accord? Ce qui suppose que l'intelligence artificielle est un surensemble de l'IA et que quand on parle d'intelligence artificielle, il y a des dizaines de disciplines qui ne sont pas du machine learning. Okay? Comme le traitement du langage naturel, les systèmes experts, etc., etc. Le machine learning n'est qu'une des disciplines de l'IA. Je vous accorde que c'est sûrement celle qui a eu le plus de succès depuis quelques décennies. Et le but du machine learning, c'est d'utiliser des algorithmes statistiques qui vont apprendre des comportements à partir de jeux de données de jeux de données structurés, on va dire ça comme ça. Okay? Donc, le machine learning, vous lui donnez un jeu de données en colonne, pour être très concret, d'accord, avec des features, des variables, et vous allez appliquer des algorithmes statistiques qui vont extraire des comportements et être capables de prédire. Okay? Les deux mots-clés ici sont statistique et feature. Et enfin, le deep learning est un sous-ensemble du machine learning qui vise à faire la même chose, mais en utilisant des réseaux de neurones. Okay? Donc, cette fois, on n'utilise plus d'algo statistiques, mais exclusivement des réseaux de neurones, et on est capable d'apprendre des comportements sur la base de jeux de données non structurés. Des images, de la vidéo, de la voix, des données d'entreprise plus ou moins bordéliques, etc. Okay, donc le travail de préparation des données et d'extraction des données, hein, le fameux feature engineering, est moins nécessaire en deep learning. Okay? Et pourquoi on parle tout le temps de deep learning? Parce que si on ferme la boucle et qu'on dit, tiens, avec du deep learning, on est capable de construire des modèles sur des données non structurées, alors on est capable de construire des modèles sur de la voix, des images, du langage naturel, etc. Et donc l'explosion du deep learning, c'est simplement qu'on arrive enfin à construire des applications d'IA dignes de ce nom, là où pendant des décennies, on n'a pas réussi. Okay? Alors, il y a deux types de machine learning, il y a deux types d'apprentissage. Alors, on va parler de machine learning. L'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage supervisé, vous allez me dire, c'est pas vraiment de l'apprentissage parce qu'on donne un dataset à un algorithme et on lui donne la réponse pour chacun des éléments du dataset. Okay? Donc on lui dit, cette image-là c'est un chien, cette image-là c'est un chat, cette image-là c'est un autre chien, cette image-là c'est un éléphant. Voilà, je te donne 1 million d'images, débrouille-toi pour apprendre. Et maintenant je te montre un animal et tu me dis ce que c'est. Okay? Donc c'est ce qu'on appelle un dataset annoté. Un dataset pour lequel on va connaître la réponse pour chacun des échantillons. Okay? Et le but du modèle, c'est d'essayer de prédire la bonne réponse pour de nouveaux échantillons. Donc la classification est typiquement un exemple d'apprentissage supervisé. L'apprentissage non supervisé, comme vous pouvez vous en douter, c'est un dataset, point barre. Donc je vous donne un dataset avec 1 million de transactions clients et je vous demande d'essayer de me les classifier entre transactions frauduleuses et transactions non frauduleuses. Voilà. Ce que évidemment, je n'expliquerai pas comme ça. Je dirais, voilà, groupe-les en deux groupes. Parce que je pense que là-dedans, il y a des frauduleuses et des non frauduleuses. Donc, groupe ces transactions en deux groupes. Voilà. Et je pense que là-dedans, il y aura les frauduleuses et dans l'autre, il y aura les non frauduleuses. Okay? Donc, le clustering, qui est typiquement ce genre de choses, vous groupez des clients. Hein, vous avez 10 000 profils clients ou 50 000 profils clients. Et puis, vous pensez, votre équipe marketing, allez, vanner un peu le marketing, c'est mon travail. En plus, je fais techniquement partie du marketing. Donc, c'est dire à quel point je suis idiot. Votre équipe marketing vous dit, vous avez des clients premium, vous avez des clients gold, hein, vous avez des clients silver, vous avez des clients bronze. Alors eux, ils ont une définition marketing de ce que ça veut dire. Vous voulez vérifier si dans la réalité,
vous arrivez à identifier 3 clusters de clients, bah, vous pouvez faire du machine learning non supervisé et vérifier si vous arrivez à construire 3 clusters. Ok? Bon, voilà pour les définitions. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai une présentation plus détaillée, je vous laisserai évidemment les slides, je les posterai sur la page du Meetup. J'ai une présentation détaillée sur les principaux algos, comment on s'en sert, avec du code, etc. Mais voilà, on n'a pas de temps, donc on va faire un slide. Okay, donc j'ai volé un slide dans une de mes librairies favorites qui s'appelle Scikit-learn. Allez, qui utilise Scikit-learn? On va faire un test. Voilà, je ne suis pas le seul à aimer Scikit-learn. Vous avez vu ça, c'est dans la doc. Okay, c'est la cheat sheet de Scikit-learn qui vous dit en gros, voilà, vous faites du machine learning, vous pouvez commencer là. Si vous avez moins de 50 échantillons, ben, tant pis, il en faut plus. Si vous en avez plus de 50, est-ce que vous voulez prédire une catégorie ou prédire une quantité, etc. C'est très très utile et j'adore ce genre de graphique. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on voit les grands groupes. On voit les 4 grands problèmes du machine learning statistique, à savoir classer des trucs, d'accord, grouper, donc apprentissage supervisé, grouper des trucs, clustering, non supervisé, prédire des valeurs numériques, d'accord, prédire le nombre de kilomètres d'embouteillage à Paris ce soir, ou le prix des appartements dans le 8e arrondissement, voilà, ce genre de truc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la régression. Et enfin, 4e grande classe, la réduction de dimension, où par exemple, on veut passer d'un dataset à 2000 colonnes, parce qu'on a 2000 features, à un dataset avec 100 colonnes, en essayant de perdre le moins d'informations possible. Okay. Donc ça, tout ça, c'est des algorithmes statistiques, du machine learning, et vous trouvez d'excellentes implémentations dans Scikit-learn que je recommande chaudement. Okay. Après, comment on construit une feature, quel algo on choisit, quels paramètres on met pour l'algo, comment on s'assure que le modèle est valable, etc., etc., etc. Ça, c'est le vrai boulot d'un data scientist ou d'un machine learner. Et on n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais il y a plein de bons bouquins et plein de documentations sur le sujet. Ok, voilà. Et voilà les grands problèmes et voilà les grands algos. Alors pour le deep learning, j'ai besoin de 5 slides. Je ne peux pas faire moins, sinon c'est vraiment... Sinon je fais du... je me mets au niveau de la presse informatique, et j'en suis quand même pas encore là. Et évidemment, j'ai une présentation plus complète sur le sujet. Alors, on a parlé de réseau de neurones. Okay, on resitue le débat. Hein, l'IA, à l'intérieur de l'IA, le machine learning. À l'intérieur du machine learning, le deep learning. Et on a parlé de réseau de neurones. Alors, on est quand même obligé d'expliquer ce que c'est qu'un neurone. Donc, un neurone, c'est super simple. Okay, l'idée, c'est d'essayer de construire un modèle mathématique de ce qui se passe dans notre cerveau. Alors, dans le mien, c'est simple. C'est simple. Très très simple. Voilà. C'est un cerveau très simple. Mais le cerveau humain est plus compliqué. Tout ce qu'on sait, sans vouloir faire de grandes théories, c'est qu'un neurone biologique, il a des entrées qui sont connectées à d'autres neurones. Okay, et puis il a une sortie. Et cette sortie, elle est activée. Donc il y a un courant électrique qui est émis si les entrées sont suffisamment stimulées. Okay, donc on essaie de construire quelque chose qui ressemble à ça. Donc on a des entrées. Okay, donc ça va être des nombres réels, tout simplement. Chacune de ces entrées va avoir un poids, okay, qui lui aussi va être un nombre réel, qui va nous permettre de dire, bah, tiens, telle entrée, finalement, elle pèse plus que telle autre entrée. Et puis on va faire une première opération, qu'on appelle le multiply and accumulate, okay, où on fait simplement la somme des entrées pondérées par le poids. Okay. Bon, et puis il y a un biais, ignorons le biais pour l'instant. Donc on fait la somme des entrées pondérées et ça nous donne une valeur pour la U, okay, qui représente tout simplement cette opération de multiply and accumulate. Okay. Alors on pourrait s'arrêter là, on dit bon bah voilà, si U est supérieur à une certaine valeur, ben j'active, et puis si U est inférieur à une certaine valeur, j'active pas. Ah, donc il nous manque quand même une fonction d'activation. Qu'est-ce qui vous dit que U, entre guillemets, est suffisamment fort pour justifier que votre neurone soit activé? Eh bien, c'est la fonction d'activation. Alors, pas de panique, hein, c'est une fonction simple. Il y en a des plus compliquées, celles-là sont simples. C'est une page Wikipédia, vous pourrez aller voir. Donc, il y a plein de fonctions où en entrée, il y a U, et en sortie, il y a Y. Alors, au début, on a testé des fonctions un peu comme ça. Bon. Puis, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait un truc qui soit non linéaire. Parce que quand on dit qu'on veut essayer de copier le neurone biologique,
on l'a dit tout à l'heure, le neurone biologique, soit il émet un courant, soit il n'en met pas, il émet pas. Donc il y a un moment où il y a un seuil, on dit en dessous de ce seuil, non, il ne se passe rien. Voilà. Au-dessus de ce seuil, le neurone émet un courant. Donc il faut un truc non linéaire avec un seuil. Okay. Et la fonction qui est la plus utilisée ces jours-ci, c'est celle-ci qui s'appelle relu ou relou en anglais. Je vais dire relu, hein, ça on va voir la vidéo encore. Et donc cette fonction-là est très simple. Si son entrée est négative, elle émet rien. Si son entrée est positive, elle émet l'entrée. Donc l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est hyper simple à implémenter et hyper rapide à calculer. D'accord ? Voilà. Donc si U est négatif, ben, f de U vaut 0, et si U est positif, f de U vaut U. Tout le monde me suit pour l'instant? Ça va? Non. Tout le monde est allé en troisième? Ok, alors tout le monde suit, c'est bon. Et voilà. Okay, donc c'est comme ça qu'on introduit la non-linéarité qui dit jusqu'à un certain point, ben, il ne se passe rien. Au-delà d'un certain point, j'émets quelque chose. Et ce quelque chose peut être une très grande valeur. Hein. Je n'ai pas d'effet d'asymptote comme on avait par exemple avec cette fonction. Okay. Ça va? Si vous avez compris ça, vous avez compris le neurone. Donc maintenant, on va passer au réseau de neurones. Donc on prend, alors ça c'est une architecture toute simple qu'on appelle fully connected. Okay. Je pense qu'on voit bien pourquoi. On a des entrées, chaque entrée est connectée à tous les neurones de la couche suivante, et chacun de ces neurones est lui-même connecté à toutes les sorties. D'accord ? Donc ici on va avoir un nombre défini d'entrées, on verra dans 2 minutes comment, et puis un nombre défini de sorties, on verra comment. Puis au milieu, on a une seule couche, on appelle la couche cachée. Évidemment, on peut avoir plein de couches cachées. C'est pour ça que ça s'appelle du deep learning. On peut avoir 100 couches, 200 couches. On peut avoir plein de couches connectées les unes aux autres. Et c'est tout. Voilà. Okay, ça, voilà un réseau de neurones, voilà ce que c'est. Okay, jusque-là, tout va bien. Alors, imaginons qu'on ait envie de construire un modèle de classification. Okay, donc, on a des échantillons. Alors, je les mets dans une petite matrice qui s'appelle X. Chaque ligne, c'est un échantillon. Okay, et puis, à l'intérieur d'un échantillon, chaque colonne, c'est un feature. D'accord? Donc, j'ai M échantillons et L feature. Voilà. Pourquoi L et M? Parce qu'à la fin, ça fait ML. Voilà. Bon. Ok, donc, imaginons que ce soit... imaginons qu'on essaie, tiens, de prédire la classe, la catégorie d'un client. Donc, dans votre base de données client, bah, vous avez L feature pour chaque client. Voilà, construisez un tableau comme ça. Ok? Bon, et puis vous définissez, parce que là, on fait de la classification, donc c'est de l'apprentissage supervisé. Ça nécessite donc que vous annotiez votre dataset. Pour chacun des éléments, vous devez donner le label, vous devez donner la réalité, ce qu'on appelle ground truth en anglais, okay, la vérité. Donc, ce client-là, eh ben, il est dans la catégorie 2, ce client-là, il est dans la catégorie 0, ce client-là, le dernier, il est dans la catégorie 4. Okay. D'accord? Alors, ça peut être, la catégorie représente ce que vous voulez. C'est des entiers assez arbitraires. Ok? Donc, évidemment, on a autant de labels qu'on a d'échantillons, et au total, on a grand N2 catégories. Alors, pourquoi N2? Parce que c'est ce qu'il y avait sur le dessin, et j'avais pas envie de faire le Photoshop. Voilà. Ok? Le problème, c'est que ça, on n'aime pas. D'accord? Parce que si vous entraînez votre modèle avec ça, si vous lui dites, tiens, apprends que celui-là c'est 2 et apprends que celui-là c'est 4, une des conséquences de cet apprentissage, c'est que le modèle qui est bête et méchant va dire, ah, celui-là c'est 4, donc c'est 2 fois celui-là. D'accord? Vous introduisez un effet d'échelle qui n'existe pas. La catégorie 2, c'est pas la moitié de la catégorie 4. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si vous dites un chien c'est 1 et un éléphant c'est 2. Quelque part, vous donnez au modèle une information d'échelle entre ces classes et elle n'existe pas. D'accord? Donc le problème d'utiliser des entiers, c'est ça, c'est qu'on introduit un effet d'échelle qui n'est pas là. Donc au lieu d'utiliser des entiers, on va faire ce qu'on appelle du one-hot encoding, qui est un mot bien compliqué pour un truc super simple. C'est qu'on va dire par exemple, imaginons qu'on ait 10 catégories. Okay? Ben, on va simplement remplacer ces valeurs-là par 10 bits, okay, où le bit correspondant au numéro de la catégorie est allumé. D'accord? Donc par exemple ici, catégorie 2, donc bit 0, bit 1, bit 2, paf, je mets bit 2 à 1, puis les autres restent à 0.
Ici, c'est catégorie 0, donc je mets le bit 0 à 1, et puis les autres à 0, et puis idem pour 4. Okay, ce qu'on appelle le one-hot encoding, c'est un truc qu'on fait systématiquement quand on bosse avec des catégories, même avec du machine learning classique. Alors l'avantage de faire ça, c'est qu'en fait maintenant, non seulement on sait combien, le modèle sait combien il y a de dimensions au problème, on sait qu'on a 10 classes, dans ce cas-là, et on peut aussi voir chacune de ces valeurs comme une probabilité. D'accord? Donc on sait que le premier échantillon, à 100%, il est de la catégorie 2, et à 0%, il est des autres catégories. Donc c'est ça l'avantage, c'est que vous donnez à la fois le nombre de dimensions du problème et la probabilité pour chacune de ces dimensions. Okay. Ça va? Moi je fais mal à la tête, hein, vous n'avez pas vu. Désolé. Donc ce qu'on va faire après, idéalement, c'est qu'on va prendre un échantillon. On suppose que notre réseau a été entraîné, on va y arriver dans 2 minutes. Et, attention, magie. Voilà, ça c'est l'étendue de notre PowerPoint. Voilà. L'idée, c'est que quand on prend les features du premier échantillon et qu'on les met sur la couche d'entrée, donc on met chacune des valeurs dans un des neurones, ce qui suppose que la couche d'entrée a autant de neurones que vous avez de features. Ça, c'est pas compliqué. Si vous avez 283 features, il vous faut 283 neurones en entrée. C'est une décision rapide. Eh bien, on va trouver dans chacun des neurones de sortie la probabilité correspondant à chacune des classes. De manière symétrique, vous aurez, dans un problème de classification, autant de neurones sur la couche de sortie que vous avez de classes. D'accord? Le merdier, c'est évidemment au milieu. Qu'est-ce qu'on met au milieu? Et comment on l'entraîne? Donc, dans un monde parfait, on ferait ça. On prendrait sur le modèle entraîné, on met les features du premier échantillon et on récupère des probabilités 0 partout, sauf pour le neurone 2 qui nous dit, eh ben à 100%, c'est classique. Ok? Ça va? C'est ça le deep learning. Okay. Alors après, il y a différentes architectures de réseau, mais c'est ça l'idée. Okay. Et évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la précision, c'est-à-dire pour l'ensemble du dataset, le nombre de prédictions correctes divisé par la taille du dataset. Okay. Donc évidemment, on voudra le mesurer sur le dataset d'entraînement, puis après on voudra le mesurer sur d'autres datasets représentatif du problème. Alors évidemment, là j'ai quand même fait une grosse supposition, c'est que le réseau était entraîné. Mais ce que j'ai oublié de préciser, c'est que bon, il y a un processus d'entraînement. D'accord? Initialement, hein, souvenez-vous, chacune de ces flèches là, elle a un poids. D'accord? Chacune des entrées d'un neurone a un poids. Okay? Donc imaginez mentalement un nombre flottant sur chacune de ces flèches. Il faut bien commencer avec des valeurs initiales. Okay? Ah bon, on ne s'embête pas, on prend des valeurs aléatoires. Alors, aléatoires mais intelligentes. Okay? Donc, toutes les méthodes aléatoires ne se valent pas. Donc, on ne tire pas une valeur entre moins l'infini et plus l'infini. C'est ça que je veux dire. Okay? On tire une valeur dans une distribution, mais ça reste quand même des choix aléatoires. Ça permet d'accélérer l'entraînement, etc. Donc, évidemment, imaginez des valeurs aléatoires sur toutes les flèches. Et puis faites tourner dans votre tête, je mets des trucs là, je fais des multiples, il y a un accumulé, j'arrive à des valeurs là, bon, oui, je vais avoir un résultat aléatoire, parce que votre réseau n'a pas été entraîné. Ce qui veut dire que si vous prenez un échantillon x1, d'accord, et que vous lui appliquez, d'accord, vous mettez ces valeurs-là, vous appliquez la fonction mathématique représentée par ce réseau-là, le vecteur de probabilité y1 que vous allez obtenir, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas celui que vous avez dans vos annotations. Okay, c'est autre chose. Okay, donc, y'. D'accord? Donc vous mettez x1, vous récupérez n'importe quoi. Okay, puisque pour l'instant, les poids sont aléatoires. Ça s'engage mal, notre histoire. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave de faire des erreurs. C'est comme dans la vie. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment on a fait comprendre la portée de l'erreur, être capable de la mesurer, et puis être capable d'appliquer un traitement qui va réduire l'erreur la prochaine fois. Okay, j'ai pris 4 à mon contrôle de maths, je lis ma copie, je me rends compte que je ne sais pas faire des démonstrations par récurrence, bon, il va falloir apprendre les démonstrations par récurrence. Puis la prochaine fois, vous aurez 8.
j'espère. Ok? Donc ça, on dit en machine learning ce qu'on appelle une loss function. La loss function, elle va mesurer l'écart, la distance, entre le vrai label et le label prédit. Alors attention, n'oubliez pas, c'est des vecteurs. Hein. D'accord? Ça, c'est un vecteur de probabilité, et l'autre aussi. Donc c'est pas, je ne fais pas y'1 moins y'1. Je mesure la distance entre des vecteurs. Donc, selon les problèmes qu'on essaie de résoudre, il y a plein de fonctions qui existent. Bon, la bonne nouvelle, c'est que si vous utilisez des librairies comme TensorFlow, PyTorch, etc., les loss functions sont déjà là. D'accord? Et d'ailleurs, pour un data scientist ou un ingénieur de machine learning, arriver à la machine à café et dire « Vous savez les mecs, eh ben, j'ai codé une custom loss function ce matin. » Voilà, ça c'est un badge que vous mettez sur la manche, un truc que vous mettez sur votre CV. Bon, après, il faut s'assurer que cette fonction-là marchait. Mais voilà, j'ai fait une custom loss function. T'as fait quoi hier? Ouais, j'ai regardé le foot. Bah oui, les priorités. Ok, donc cette fonction, elle va mesurer la distance entre ce que vous deviez prédire et ce que vous avez prédit. Et elle va vous donner une valeur numérique. D'accord? Alors en pratique, ça ne nous intéresse pas d'avoir les erreurs pour chaque échantillon, parce que quand on va entraîner le réseau, on ne va pas l'entraîner échantillon par échantillon. On va voir ça dans 2 minutes. On va l'entraîner sur des lots d'échantillons. Okay? Donc on va prendre par exemple 32 échantillons. Alors on va en prédire un, on va mesurer son erreur. On en prédit un deuxième, on va mesurer son erreur. Voilà, on fait ça 32 fois, et puis on additionne toutes les erreurs. Et là, on fait de l'optimisation. D'accord? C'est ce qu'on appelle la batch error. Okay, l'erreur du lot, c'est-à-dire l'erreur cumulée pour tous les échantillons qui étaient dans ce lot. Ça va toujours? Bon. Et donc, le but de l'entraînement, c'est évidemment, en prenant des décisions intelligentes, d'arriver de manière graduelle à minimiser l'erreur de prédiction en ajustant les poids. Ok? On part d'un truc random, on veut arriver à quelque chose qui prédit bien. Qui prédit la probabilité correcte. Okay. Donc, les seuls facteurs sur lesquels on peut jouer, bah, c'est les poids qui sont sur toutes les flèches. D'accord? Alors l'image, c'est toujours la même. Je prends toujours la même et je suis désolé parce que plus je la prends et plus elle date, mais je suis né au XXe siècle. Est-ce que vous vous souvenez des télés analogiques? Ouais, vous aviez... Vos grands-parents ont dû vous en parler. Okay, mais moi, j'en avais eu. Donc quand on achetait une télé avant, maintenant on achète une télé, déjà on n'achète pas une télé, on a Netflix. Mais ok. Avant, les gens achetaient des télés, d'accord, et ils les sortaient de la boîte, ils les allumaient, et c'était tout brouillé dessus parce qu'elle n'était pas réglée. D'accord? Et on ne pouvait pas aller dans le menu réglage, clic, 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 TNT, bim, et puis 3 secondes plus tard, c'est réglé. D'accord? Donc pour chaque chaîne, il fallait tourner un petit potentiomètre. D'accord? Alors, si vous aviez un papa ingénieur, il avait des tournevis et tout. Le mien, il faisait ça avec un couteau de cuisine. Bon. C'était assez drôle. Et donc, on tournait le machin jusqu'à ce que l'image arrive. Voilà. Ah, TF1, ouais, c'est bon. Ah oui, mais attends, mais là, on est sur la 3, alors non, c'est pas bon. Il faut France 3, alors. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche, c'est bien, ouais, machin. Donc, voilà. Et bien, c'est exactement ça qu'on va faire. D'accord? Sauf que, alors à mon époque, il y avait 3 chaînes. Là, il va falloir le faire pour chacun des poids du réseau de neurones. Et il peut y avoir des centaines de milliers, voire des millions, voire des dizaines de millions de paramètres. Okay, donc évidemment, vous n'allez pas le faire avec le couteau de cuisine. Il faut un process automatique qui, sur la base d'une prédiction et d'un lot et d'une erreur de lot, va dire ok, sur cette base-là, moi je sais comment il faut tourner les poids dans toutes les flèches. C'est ça la magie. Ok? Et donc concrètement, entraîner un réseau de neurones, on part d'un jeu de données, on a découpé en lots. Okay, donc les valeurs, c'est 32, 64, 128. On reste obsédé par les puissances de 2. Et on va prendre un premier lot et on va le passer à l'intérieur du réseau. Okay, donc on va prédire, disons, les 32 échantillons l'un après l'autre et on ajoute les autres. Okay. Et ensuite, la magie se produit. On applique un processus qui s'appelle la backpropagation, qui mériterait 3 heures de discussion. Qui est un processus où, comme son nom l'indique, on va partir de l'erreur pour ce lot et en appliquant un processus d'optimisation mathématique, on va remonter le réseau couche par couche et ajuster tous les poids dans la direction qui réduit un petit peu l'erreur.
Et je ne rentre pas dans les détails parce que sinon il y en a pour 4 heures. Mais dans les présentations que je vous ai données, vous avez des informations, puis vous pourrez me poser des questions après autour d'une bière. Okay, et on fait ça pour le deuxième lot. On recommence. Et on refait un petit coup de backpropagation. Etc., etc., etc. On fait ça lot par lot, et quand on est arrivé au bout, c'est ce qu'on appelle une époque, et bien on recommence. Et on peut faire ça 50 époques, 100 époques, 200 époques, ça dépend du problème qu'on essaie de résoudre. Et comme à chaque fois qu'on backpropagate, à chaque fois on ajuste les poids dans les bonnes directions parce qu'on a une méthode mathématique pour jamais se tromper, progressivement, on réduit l'erreur, on réduit l'erreur, on réduit l'erreur, on réduit l'erreur. Et si on réduit l'erreur, on fait monter la précision jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif que vous étiez fixé de dire je peux reconnaître les chiens et les chats avec 99% de précision. Ok? Donc voilà en 10 minutes ce que je peux dire sur le deep learning. Évidemment, il y a des bouquins sur le sujet, mais voilà, posez-moi des questions après. Okay, donc vous voyez, la clé ici, c'est quelle architecture de réseau je vais choisir, combien de couches, quelle est la taille des couches, comment elles sont connectées, est-ce que c'est fully connected, est-ce que c'est autre chose, etc. Quelle est la taille du batch, combien d'époques je fais, quelle est la taille des ajustements que je fais sur chacun des poids, ce qu'on appelle les hyperparamètres, etc. etc. Okay, donc là, le jeu, c'est la bonne architecture, les bons paramètres, etc. etc. Et puis l'infrastructure qui vous permet de faire ça. Okay, donc voilà le deep learning. Vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que du machine learning statistique, si vous connaissez ça. Hein. Tout le monde allait en troisième, donc la régression linéaire, je sais pas, à mon époque, on devait faire ça en troisième, en seconde. Bon, ok. Hein. Réussir à mettre la bonne droite sur les bons points, ben voilà. Ça, ok, c'est facile, il y a une formule, on peut l'appliquer. Il y a des algos statistiques pour le faire quand le jeu de données est trop grand. Okay. Ça, c'est ça, quand on parle d'algo statistique. Okay. On applique un algo, et bah. Ici, c'est plus compliqué, c'est plus coûteux en termes de calcul. Et évidemment, il y a le choix de... Ici, l'algorithme, finalement, c'est l'architecture du réseau. C'est ça qui est compliqué. Le reste, la forward propagation, la back propagation, ça, dans TensorFlow et compagnie, c'est fait. On ne vous demande pas de le coder. Par contre, on vous demande de définir le réseau et de choisir les paramètres. C'est là que les ennuis commencent. Alors, déjà, ça suffit bien notre malheur, tout ça, mais il y a un troisième type de technique. Donc on a vu le supervisé et le non supervisé, et il y a un troisième type de technique qui s'appelle le renforcement en bon français. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce truc? Un jeu de données. D'accord? Vous allez me dire, oui, machine learning égale jeu de données. Bah, pas forcément, parce qu'il y a des problèmes pour lesquels on ne peut pas construire un jeu de données. Okay, parce que le problème est trop large, il est trop compliqué, il est chaotique, ou juste il change tout le temps. Donne-nous des exemples. Oui. Alors, la logistique. Vous allez me dire, non, la logistique c'est super bien rodé, comme truc c'est hyper prévisible. Ouais, jusqu'à ce que les routiers se mettent en grève, ou les trains, ou la France. Bon. Voilà, ça c'est pas prévisible facilement. Ce que je veux dire, comment vous mettez dans votre dataset la grève du syndicat XYZ? Okay. Ou il est tombé 5 cm de neige, la France est à l'arrêt. Et les Canadiens rigolent. Okay. Comment ça se définit dans un dataset? C'est compliqué. Les robots, les véhicules autonomes, la bourse, voilà un bon exemple. L'exploration pétrolière. Comment vous construisez des datasets sur ça? Alors, vous pouvez essayer, mais c'est illusoire de penser que vous allez couvrir toutes les possibilités. Ok, vous aurez un dataset, il représentera une partie du problème, et c'est tout. Donc, voilà, on a le reinforcement learning, et si on regarde un petit peu où est-ce qu'il se positionne par rapport aux autres, donc en abscisse, on a la quantité de données nécessaires, en ordonnée, on a la complexité des modèles qu'on arrive à construire. Donc, l'apprentissage supervisé, il nécessite énormément de données, parce qu'il faut donner énormément d'exemples à l'algo pour qu'il puisse extraire les comportements, mais on arrive à faire des trucs hyper compliqués. D'accord? Donc, voilà, analyse d'images, traduction, tout ce que vous voulez. L'apprentissage non supervisé, il aura besoin de moins de données.
Pour faire du clustering, faire ce genre de choses, avec quelques milliers d'échantillons, on y arrive déjà très bien. Pas besoin d'avoir des millions. Okay. Alors cette case-là, je ne sais pas si elle intéresse quelqu'un, mais construire d'énormes jeux de données pour résoudre des problèmes pas très sophistiqués, bon, si ça vous tente, allez-y. Hein, peut-être une niche, mais je ne suis pas sûr. Et donc le reinforcement learning, c'est réussir à construire des modèles très complexes en n'ayant pratiquement, dans la plupart des cas, aucune donnée au départ. On va générer la donnée nous-mêmes. D'ailleurs, le truc. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce machin fumeux? Mais le point, c'est que vous l'avez tous fait. Enfin, moi aussi. On l'a tous fait. On a tous appris plein de choses et dans votre cas, vous continuez à faire. Moi, j'essaie de ne pas oublier. Mais on continue tous à apprendre des choses sans instruction et sans jeu de données. Vous aviez un manuel pour apprendre à marcher ou vous avez des parents data scientists? Okay. Bon. Pour faire du vélo, le mieux que vous avez eu, c'est bon, alors, regarde devant toi et puis pédale. Hein? C'est bon, ça ressemble à ce que vous avez eu aussi? Alors, vous avez essayé ça. Bon. Et puis, vous avez fait 2 mètres, vous êtes tombé, vous avez pleuré. Ah, ça n'a pas bien marché. Et puis, papa ou maman est venu, vous avez dit, alors, t'as pas regardé devant toi, t'as arrêté de pédaler, et puis t'as fait comme ça avec le guidon. Non, non, non. Donc, regarde bien devant toi, t'arrêtes pas de pédaler, et puis tiens bien le guidon fermement. Okay, vous n'êtes pas trop convaincu, mais vous y retournez. Puis vous arrivez à faire 5 mètres de plus et vous retombez. Alors et puis vous avez un nouveau round d'informations. On dit, bon, alors, tu as bien tenu le guidon, mais tu as continué à regarder par terre. Donc ça, c'était positif, continue à le faire. Ça, c'était négatif, puisque tu es tombé, arrête de le faire. Ok? Ben, l'apprentissage par renforcement, c'est exactement ça. Okay, on peut mettre toute la théorie compliquée qu'on veut. C'est ça. Donc là, c'est un agent. Donc un agent logiciel, qui interagit avec son environnement. Okay, donc il a le droit d'effectuer un certain nombre d'actions dans un environnement. On parlera de l'environnement après. Mais généralement, c'est un simulateur. Okay, c'est pas dans le monde réel. Hein, on ne va pas entraîner des voitures autonomes dans les rues de Paris en disant « Ouais, allez-y, apprenez. C'est bon, vas-y. Ouais, pas de problème. La mairie de Paris, non, c'est bon, tranquille. » Non, donc on va faire ça dans un simulateur. Et donc l'agent va agir sur l'environnement. Et il y a un observateur, entre guillemets, qui, au bout d'un certain nombre d'actions, va lui donner une récompense, qui va être positive, très positive si la séquence d'actions était ce que vous vouliez que l'agent apprenne. Okay, donc voilà, roule sur ta file, respecte les feux et écrase pas les grands-mères. Voilà, ça c'est un peu l'idée pour une voiture autonome. Par contre, si elle est montée sur le trottoir et qu'elle est rentrée dans le kiosque, la journaux, ben ça c'est pas bon. Donc là, on donnera une récompense très négative. Okay, donc c'est une valeur mathématique, et la reward function dont on parlera tout à l'heure, c'est ça, c'est la clé du reinforcement learning. C'est comment je renforce les actions positives et comment je dissuade l'agent de prendre des actions négatives. Ok? C'est tout. Et donc en essayant de maximiser l'accumulation des récompenses positives, bah, progressivement, l'agent va apprendre à faire de plus en plus d'actions positives et de moins en moins d'actions négatives. Okay, après, on peut expliquer ça de manière compliquée, mais la façon simple, c'est celle-là. Et donc, lorsqu'on travaille avec un modèle de RL, le premier truc, c'est évidemment quel est l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, pour depressor, c'est réussir à faire le tour du circuit le plus vite possible. D'accord ? Mais pour un modèle de finance de marché, ça pourrait être maximiser le profit sur une certaine période de temps. L'environnement, donc voilà, dans quoi on évolue. Alors l'état initial évidemment, les actions qu'on a le droit d'effectuer, alors droite, gauche ou acheter, vendre, voilà, ça dépend. Et puis comment on les récompense. Comment on récompense le résultat de ces actions. Okay, donc l'environnement, généralement un simulateur, par prudence, un état initial, on écrit un bout de code qui va mettre tout ça en route, on écrit surtout la reward function, et puis on entraîne le modèle. Alors vous allez me dire tout ça, c'est hyper théorique, donne-nous un exemple. Alors voilà un exemple, qui est un vrai exemple, qui est sur GitHub et que vous pouvez entraîner sur notre service de machine learning qui s'appelle SageMaker. Je ne suis pas là pour parler des services AWS ce soir, mais si ça vous intéresse, vous irez voir. Donc le point de départ, c'est un agent et un environnement de simulation.
Okay, donc ici, on veut entraîner un robot humanoïde à marcher, on veut lui apprendre à marcher. Donc l'environnement, c'est un petit monde en 3D très simple, puis l'agent, bah, c'est un pauvre robot qui peut agir sur ses bras, ses jambes, et puis essayer d'avancer. Okay. Alors initialement, le modèle est aléatoire. On part de zéro, on n'a pas de dataset, on n'a rien. Donc, si on dit à l'agent, vas-y, explore ton environnement, bah, il va faire n'importe quoi. Il va faire des actions aléatoires. Alors, la vidéo boucle, on a l'impression qu'il saute sur place, mais c'est juste qu'il n'arrive pas à se lever. Il se lève et il tombe tout de suite parce qu'il ne sait pas. Donc, il pousse sur les jambes comme il ne faut pas, il se penche. Okay, donc, si vous visualisez ça, voilà l'environnement 3D. C'est l'environnement, un environnement qui s'appelle OpenGym. Enfin, le gym de OpenAI, pardon, qui permet facilement d'avoir des petits mondes en 3D comme ça. Bah, il fait n'importe quoi. Donc, il fait n'importe quoi et il tombe. Donc, ça va pas. Hein, mais c'est normal au début. Donc le but, c'est de dire, ok, je prends des actions. Donc là, les actions, ça va être, je sais pas, essayer de te redresser, pousse sur la jambe gauche, pousse sur la jambe droite, incline-toi vers l'avant, incline-toi vers l'arrière. Enfin, nous, on le fait sans y penser, mais voilà, si on réfléchit à, tiens, pourquoi on marche et pourquoi on ne tourne pas, c'est parce qu'on agit avec nos muscles et nos articulations de la façon la plus efficace, normalement. Okay, donc ça modifie ces actions, ben, modifie la posture du robot dans l'environnement. Okay, et donc en observant, est-ce que le robot est toujours debout ou est-ce qu'il est tombé, on va pouvoir le récompenser. D'accord? Voilà, mais donc on explore. Alors on tombe, mais c'est pas grave, on explore. Donc on a essayé, là on se penche trop en arrière, on tombe. Ah, c'est ce qu'on appelle un épisode. Ok, c'est la fin de l'épisode. Donc là, probablement, la récompense est assez négative. C'est pas grave, on a une séquence d'action et on a une récompense. Alors il essaye un autre épisode, alors il repart pour un autre épisode, et là manifestement il se penche vers l'avant, il n'a pas du tout compris qu'il fallait plier les jambes, hein, donc essayez de vous pencher vers l'avant comme ça sans plier les jambes, ça finit mal, et donc il se casse la figure. Mais c'est pas grave, on a exploré, on a appris que se pencher vers l'avant de manière répétée, ça nous provoque une chute et une récompense négative. Okay, et donc la clé du truc, c'est que cette séquence d'épisodes, chaque épisode étant une séquence d'action et une récompense, ça va nous permettre d'entraîner un algo. Donc en fait, on construit le dataset par l'exploration et on entraîne un algorithme de RL qui lui va permettre, voilà, donc sur la base des observations et des récompenses, on construit un jeu de données qui va nous permettre d'exécuter un processus d'entraînement et de mettre à jour le modèle. En disant, voilà, on a 50 épisodes ou 100 épisodes, ils sont tous finis comme ça, apprends. Voilà. Apprends ce qui a un peu marché, pas du tout marché, bien marché, mets à jour un modèle, et puis évidemment ensuite, l'agent, au lieu de faire maintenant qu'il a un modèle, il va dire, je fais quoi maintenant? Okay. Quelle est la prochaine action que je dois prendre? Le modèle va lui dire, fais ça, fais ça, fais ça. Étant donné ta position dans l'environnement, fais ça, fais ça, fais ça. Et donc, au bout d'un certain nombre de rounds, on voit que ça s'améliore un petit peu. Alors là, il a toujours pas bien... Alors, il plie un genou, mais pas l'autre. Enfin, une jambe, mais pas l'autre, donc ça, voilà. Et alors là, il arrive à rester debout, mais il n'avance pas. Donc l'objectif, c'est quand même qu'il avance. Mais, tout ça parce que, à un moment, il a essayé de faire un truc qui a un peu mieux marché que tout ce qu'il avait essayé avant. Il a reçu une récompense super positive, en tout cas beaucoup plus positive qu'avant. Et donc, le modèle va lui dire, ah, ça c'était bien, donc peut-être qu'on va essayer de le refaire. Okay, et donc, de proche en proche, okay, au fil des épisodes, au fil des entraînements, eh ben, on va réussir à s'améliorer. Là, on arrive à faire des pas. C'est pas encore extraordinaire, mais si on persiste, on continue à entraîner, on commence à avoir un robot, alors je ne peux pas dire qu'il marche, on dirait un zombie là, mais il arrive à faire des pas. Il sort un peu de la piste après, mais il arrive à faire des pas. Parce qu'il a appris, enfin, le modèle a appris les actions qui permettent d'avancer et de ne pas tomber, et ce sont ces actions-là qui demandent à l'agent d'exécuter. Oui. Il faut déjà un moment. Alors il y a... Dans le gym, en fait, il y a 3 modèles de robots. Il y a le robot humanoïde, ça c'est vraiment des heures et des heures.
des heures de GPU. Donc bon, ne le faites pas sur votre compte perso, faites le boulot. Il y a d'autres robots plus simples. Voilà, il y a d'autres robots plus simples, genre des petites bestioles, où il y a moins d'actions possibles en fait. Alors, le truc c'est que chaque articulation, elle a X degrés de liberté, donc voilà, le nombre d'actions à explorer est énorme. Et donc si on graphe au fil des épisodes les récompenses, normalement vous voulez voir ça. Vous voulez voir, au début c'est catastrophique, et puis bon, voilà, alors c'est un peu, ça gigote, mais globalement on y arrive, bon puis à un moment on progresse plus mal. On a appris le comportement. Okay. Et dans le cas de ce robot, ça donne ça. Donc, tout à l'heure il faisait le zombie, là on a l'impression qu'il s'enfuit des zombies. Et au moins, bon les bras c'est pas encore ça, c'est pas Usain Bolt, mais au moins il court, voilà. Il court, il va assez vite. Alors voilà, l'étape d'après c'est peut-être d'apprendre à tourner. Voilà. Bon. Mais probablement que cette reward function lui a dit cours tout droit. Reste au milieu de la piste, il reste vraiment très au milieu de sa piste. Donc à mon avis, ça c'est pas un hasard, c'est codé. Il est vraiment récompensé pour aller tout droit, mais à un moment il faut tourner. Voilà. Okay. Donc ça prend un petit moment sur GPU, mais on y arrive. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Ok, et alors évidemment à la fin, donc quand on constate que le modèle ne progresse plus, on le déploie. Okay. Ouais. Est-ce que c'est possible de se retrouver dans des espèces de cas d'extrêmement local où il trouve une solution qui est bonne, où il a une bonne récompense, et s'il a été parti dans une direction, il aurait pu trouver quelque chose. Alors, ce qui est intéressant avec le RL, c'est qu'il est capable de trouver des comportements qui sont absolument pas ce que tu imaginais. Alors sur Depressor, on a un gagnant. Donc on a un gagnant de Depressor, on a un champion de Depressor dans la salle. Mais moi j'ai vu des Depressors où jamais tu conduirais comme ça. Et pourtant ça va plus vite. Tu pourrais te dire, bon, on va essayer d'aller le plus vite possible, on va couper les virages, on va, mais c'est pas forcément. Alors si tu essaies de coder ça dans la reward function, c'est pas sûr que tu fasses le meilleur temps. Et ma petite interprétation du truc, c'est qu'en fait, plus ta reward function est sophistiquée, plus en fait tu brides ce que l'agent est capable d'explorer. Si tu lui dis récompense maximum pour rester au milieu de la piste, il va rester au milieu de la piste. C'est-à-dire que quand il va prendre les virages, il va rester au milieu de la piste. Peut-être que tu as envie qu'il coupe les virages. Donc peut-être qu'il faut le laisser déborder de temps en temps. Peut-être que rouler à fond tout le temps, c'est une bonne idée ou peut-être pas. Donc le problème à mon avis, le sujet là, c'est de dire, ok, quels sont les comportements que je ne veux vraiment pas voir. Si c'est une voiture autonome, non, tu ne peux pas rouler sur le trottoir. Ça, c'est non. Tu t'arrêtes au stop, donc tout ce qui va être lié peut-être à de la sûreté de fonctionnement, des choses comme ça, là, tu vas devoir les coder pur et dur et dire ça, c'est miette, si jamais tu fais ça, moins 1000. Mais après, pour le reste, je pense qu'il faut laisser le modèle explorer. Et il y a une dimension qui est complètement aléatoire là-dedans. On ne sait absolument pas ce qu'il va faire. Il va prendre des actions, et puis en fonction de l'algo d'entraînement qui est utilisé, il y a plein d'algos sur l'étagère qui ont des noms imprononçables. En fonction de l'algo, en fonction des paramètres, on est reparti pour un tour. On va avoir des comportements plus ou moins étonnants. Mais on peut voir des choses, j'imagine qu'on peut voir des choses qui sont totalement inattendues. Donc une fois de plus, le choix de la reward function et l'identification du but à atteindre est essentiel. Si tu veux faire du trading, dis-moi, mon objectif c'est maximiser mon profit. Voilà. Je mets 100 000 $, tu peux acheter parmi ces 20 actions, maximise. Si tu achètes et tu vends toutes les 3 millisecondes, je m'en fous. Tu vois. La définition de l'objectif, c'est le plus important. Après, ce que fait le modèle, vous verrez. Alors, il n'y a pas que des robots, il y a aussi des vrais, il n'y a pas que des robots humanoïdes, il y a aussi des vrais cas d'application. Donc en voilà un. Vous avez sûrement déjà vu ça. Ça, c'est les robots Amazon Robotics qui sont dans les centres logistiques, qui se déplacent de manière autonome, ils vont chercher
les étagères qui contiennent les produits et il les amène aux équipes qui préparent les colis. Okay. Et donc, il y a une dimension RL là-dedans parce que imaginez essayer de construire un dataset pour un entrepôt logistique d'Amazon, ça paraît compliqué. Parce que vous savez qu'il n'y a aucun lien entre ce produit-là et ce produit-là. On pourrait dire là c'est les polars et là c'est les BD. Non. C'est-à-dire que là vous pouvez avoir des produits de beauté et là vous pouvez avoir des DVD et là vous pouvez avoir une paire de chaussures. Ils sont rangés n'importe comment. Okay. Enfin n'importe comment. Non. Ils ne sont pas rangés, ils ne sont pas organisés par catégorie. J'en sais rien de ce qu'il y a dans cette étagère-là. Je ne peux pas le prédire. Donc il faut un algo qui va être capable de s'adapter aux circonstances. Alors, je parlais de la bourse tout à l'heure, ce n'est pas un exemple au hasard. Là aussi, on a un notebook qui implémente un papier de recherche sur le sujet. Je vous laisserai regarder ça, mais la conclusion du papier, c'est qu'ils arrivent, en utilisant un modèle de RL, à battre de manière très très systématique le marché et les indices sur un portefeuille d'actions. Okay. Donc là, l'objectif, c'est maximiser la valeur. Et les actions, c'est pas compliqué, c'est acheter et vendre. Okay. Donc là, je conseille le simulateur, là aussi. Bon, celui-là, je vais le zapper, il est un peu plus compliqué. Le problème du voyageur de commerce. Pour ceux qui ont fait une licence en informatique, vous avez dû voir ça. Okay. Essayez de trouver le chemin optimal pour visiter X points. Alors, il y a plein de façons de résoudre ce problème-là. C'est un problème de graphe, excusez-moi, mais le RL peut permettre de résoudre ce genre de truc. Donc là aussi, on a un notebook qui implémente ça. Et là, vous voyez qu'il y a des points qui apparaissent, qui disparaissent. Imaginez le livreur de pizza. Donc, le livreur de pizza, vous l'attendez en 30 minutes, pas 8 heures après. Donc, voilà, il y a un délai, etc., etc. Donc on peut entraîner, ça pourrait être des taxis, si on voulait. Et évidemment, donc on a notre ami Depressor, alors on la regardera tout à l'heure, qui est un petit véhicule autonome, qui est basé sur le reinforcement learning et que vous pouvez entraîner. Moi, j'en parle pas plus parce qu'on en parlera. Okay. Alors, si vous voulez commencer pour tout ça, je vous ai mis un ensemble de liens sur tous les services machine learning AWS, puis les quelques services dont j'ai parlé. Je vous laisserai regarder tout ça. Un petit presseur. Mais surtout, là j'en profite, on a dans un mois une conférence en ligne qui s'appelle Innovate, qui est entièrement gratuite, qui aura une vingtaine de sessions machine learning IA pour les différents publics. Donc si vous êtes totalement débutant, on a une track pour vous. Si vous êtes déjà un spécialiste, on a une track. Si vous êtes un développeur et que vous voulez juste utiliser les services d'IA et que vous fichez royalement tout ce que j'ai raconté ce soir, on a aussi une track. Donc voilà, on a essayé de mettre des tracks un peu pour tout le monde. Okay, donc allez simplement sur cette URL, vous verrez l'agenda. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire, c'est organisé par mes collègues et moi, donc ça devrait être pas mal. Voilà, j'ai terminé, merci beaucoup. Si vous voulez rester en contact, vous me posez des questions plus tard, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur Twitter, mes messages sont ouverts. Juste être patient, je ne réponds pas toujours à la minute. Et puis, si vous voulez vous connecter sur LinkedIn, etc., c'est avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. On va vite passer la parole à nos autres speakers, et puis évidemment, je reste, et si vous avez des questions, on pourra y répondre tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Zakaria El-Hano. Je suis chez Cloudreach depuis 1 an et 2 jours. Bon, faisant suite à la présentation de Julien, moi et mon collègue Thomas, on va vous présenter Depressor, son rapport avec le reinforcement learning, en quoi elle consiste, quelles connaissances elle relative à Depressor ainsi que ce qu'a dit Julien sur le reinforcement learning, comment elle fonctionne et ce qui se passe derrière la scène lorsqu'on lance le service. Depressor est un service AWS qui intègre le reinforcement learning et pour cela il se base sur une voiture de course autonome capable de performer que sur une piste virtuelle ou une piste physique.
Elle a été conçue de façon à aider à appréhender les concepts de reinforcement learning et aider à construire des applications de conduite autonome. Pour se lancer dans DeepRacer, on a besoin d'un service de machine learning permettant de tester, d'entraîner et évaluer notre modèle dans le reinforcement learning dans un simulateur virtuel qui est SageMaker. Après, nous avons besoin de la voiture qui est une voiture de course à l'échelle 1 sur 18 permettant de tester le modèle de reinforcement learning. Et après, on peut utiliser la ligue pour se challenger avec d'autres personnes qui utilisent elles testent leur modèle de reinforcement learning. Avant de se lancer dans une piste physique, il vaut mieux commencer par le simulateur virtuel de DeepRacer pour entraîner et après évaluer notre modèle. Pour cela, on a à notre disposition une dizaine d'environnements pour entraîner et tester notre modèle. Par exemple, celui de Reinvent que vous avez, je pense, déjà vu au Summit. Bon, quand on dit reinforcement learning, comme a dit Julien, on pense à l'exemple du carotte et du bâton. Par exemple, notre agent, que ce soit par exemple un chien ou un âne, lorsqu'on fait ce qu'on lui demande, alors il sera récompensé positivement. Et s'il refuse de faire ce qu'on lui demande, alors on le punit avec des malus. Par le temps, cet agent-là, en se basant sur le résultat de ses actions, il va commencer à apprendre quelle action il va choisir pour avoir le maximum de reward possible. En effet, en reinforcement learning, on a un agent, et cet agent-là, comme a dit Julien, il va interagir avec son environnement. Et à un certain moment, il va commencer à être récompensé positivement ou négativement selon les actions qu'il va prendre. Pour le cas de DeepRacer, l'agent, c'est la voiture, et l'environnement, c'est la piste de course. Et pour tirer avantage de DeepRacer, il faut comprendre le reinforcement learning pour se lancer, car toutes les interactions de la voiture autour de la piste sont entièrement contrôlées par le reinforcement learning. Du coup, on a un certain nombre de notions relatives à DeepRacer et au reinforcement learning qu'on doit aborder, à commencer par l'agent. Dans notre cas, c'est la voiture. Plus précisément, c'est le réseau de neurones qui contrôle DeepRacer. Après, nous avons l'environnement, qui est la piste. Après, nous avons le state. Le state, c'est une capture de l'environnement où l'agent est à un instant T. Dans le cas de DeepRacer, le state, c'est une image capturée par l'image, par la caméra frontale de la voiture. Après, nous avons l'action. C'est quoi l'action? C'est la décision que va prendre la voiture vis-à-vis de son environnement à l'instant courant. Ça peut être tourner à droite, tourner à gauche. Après, nous avons le reward, c'est la récompense. C'est le feedback qui sera donné à la voiture par son environnement en se basant sur son state d'avant. Dans le cas de DeepRacer, le reward est envoyé par la fonction de reward qui sera après détaillée par mon collègue Thomas. Finalement, nous avons l'épisode. L'épisode, c'est le passage sur le circuit, du départ à un instant d'arrêt. En effet, durant l'entraînement du modèle de reinforcement learning, la voiture elle va commencer à explorer la piste jusqu'à sortir des bords ou atteindre la destination. Durant son circuit, elle va commencer à accumuler des points, que ce soit positifs ou négatifs, selon les scores qu'on lui définit dans le reward function. Et c'est ce qu'on appelle épisode. Par exemple, dans cet épisode-là, la voiture a pu cumuler un reward total de 2,2 jusqu'à sortir des bords. Mais une seule itération n'est pas suffisante pour entraîner le modèle pour l'épisode. Car la voiture a besoin d'explorer au maximum la piste pour essayer de trouver les endroits où il va cumuler les rewards les plus élevés. Cette stratégie de recherche des rewards les plus élevés s'appelle la policy. Et dans le cas de DeepRacer, elle utilise un algorithme qui s'appelle Proximal Policy Optimization. C'est une stratégie de recherche des rewards les plus élevés afin d'atteindre l'optimum. Et après plusieurs itérations d'entraînement, on va observer qu'on va commencer à voir que notre modèle il va essayer de rester entre les bords de la piste.
Et si on trace un graphique du total des rewards cumulés par épisode, on peut voir clairement comment le modèle va commencer à performer et s'améliorer dans le temps. Et si on continue les itérations, on peut voir clairement comment il va essayer de rester sur la ligne centrale, là où il y a les rewards les plus élevés. Et c'est là où notre algorithme il va converger vers l'optimum. Pour se lancer dans JPracer, on utilise la console AWS pour construire le modèle et le configurer. Une fois le modèle configuré et construit, on peut utiliser le simulateur virtuel pour le tester. Ainsi, après étape d'entraînement, on peut choisir parmi les environnements proposés par JPracer quelle piste on va tester, sur laquelle on va évaluer la performance de notre modèle. Du moment où on est satisfait avec les résultats de l'entraînement et de l'évaluation, on peut passer à l'étape où on va cloner notre modèle et commencer à faire des réglages dans sa configuration pour augmenter la performance de notre modèle. Une fois qu'on a atteint un niveau de satisfaction au niveau de la performance du modèle, on peut commencer à le déployer dans la voiture réelle et commencer le trajet, notre course dans la piste physique. Et même, pourquoi pas même l'utiliser dans le simulateur virtuel et participer au challenge proposé par AWS. Mais l'optimisation, donc algorithme, il ne se contente pas seulement du SageMaker ou bien de la durée d'entraînement sur le simulateur. Il y a ce qu'on appelle, comme a dit Julien, la notion de paramètres et des hyperparamètres. En effet, les paramètres sont internes au modèle et ils peuvent être déduits à partir des données d'entraînement. Ils sont importants pour le fonctionnement d'un modèle, sinon un modèle ne sera pas lancé. Par exemple, le poids d'un réseau de neurones. Par contre, les hyperparamètres sont externes au modèle et ils ne peuvent pas être déduits à partir des données d'entraînement. En effet, pour essayer d'avoir les bons hyperparamètres, ce qu'on fait, c'est qu'on procède à plusieurs itérations de réglage jusqu'à atteindre la valeur optimale de notre modèle. JPracer nous propose 8 hyperparamètres qu'on peut régler avant l'entraînement de notre modèle. Nous avons le batch size, c'est la taille d'échantillon qui sera prise à partir des données d'entraînement pour entraîner le modèle. Après, nous avons l'époque. L'époque, c'est le nombre de passes que l'algorithme va passer sur les données d'entraînement avant de mettre à jour le poids du réseau de neurones. Après, nous avons le learning rate, c'est la vitesse d'entraînement. Il y a l'entropie. L'entropie, c'est le degré, si vous voulez, du hasard ou la façon dont nos actions seront ou bien aléatoires de façon élevée ou moindre. Par exemple, si on a un degré de hasard plus élevé, alors la voiture elle va essayer d'explorer le maximum de fois la piste. Après, nous avons pour JPracer ce qu'on appelle le discount factor. C'est l'importance qu'on va donner au reward que la voiture va cumuler. Par exemple, un discount factor près de 0 va inciter la voiture à ignorer les rewards futurs. Donc, il va se contenter seulement avec les rewards dont elle dispose déjà. Après, il y a loss type. C'est la fonction objectif qui sera utilisée pour mettre à jour le poids du réseau de neurones. Dans cette fonction-là, elle va nous permettre de trouver la stratégie optimale pour converger vers l'optimum. C'est la policy. Dans le cas de JPracer, on a deux types de loss function. Il y a Huber et l'erreur quadratique moyenne. Du coup, ils ont un comportement. Ces deux fonctions-là, ils ont un comportement similaire, mais du moment où on commence à avoir des mises à jour un peu larges du poids du réseau de neurones, on commence à y voir la différence. Mais ce qui est recommandé, c'est lorsqu'on a un problème de convergence, on choisit Huber
Mais si on n'a pas un problème de convergence et on veut se contenter on cherche la vitesse d'apprentissage, alors on utilise l'erreur quadratique moyenne. Finalement, il y a l'épisode, c'est le nombre, c'est le passage sur un circuit. Bon, maintenant on passe à la reward function avec mon collègue Thomas. C'est bon. Ok, bonjour, donc moi c'est Thomas Bonnement. Je suis cloud system développeur chez CloudReach et ça fait maintenant plus d'1 an que je suis là, un peu plus longtemps que Zach. Donc comme Julien l'a déjà expliqué, ou même Zacharia, la reward function en fait c'est la fonction de récompense. Donc là moi je l'ai imagé, quand je suis dans le cas du punishment je vais utiliser la batte et dans le cas de la récompense je vais utiliser l'image de la carotte en fait. Donc en gros c'est de se dire que quand l'agent se déplace sur l'environnement, donc la voiture sur la piste, comme l'a déjà représenté Zacharia dans les images, avec les points, c'est qu'en gros plus elle sera vers la ligne centrale, elle va rapporter plus de points, et plus elle s'éloignera, moins on lui donnera de points en fait, on va la pénaliser. Donc la reward function en fait c'est une fonction Python, on peut utiliser les librairies mathématiques dedans, et du coup je vais essayer de vous expliquer les paramètres et comment est-ce qu'on peut essayer de faire une reward function. Donc, je vais aborder des notions de mathématiques du collège, j'espère que je me donnerai moins mal à la tête que Julien. Je vais commencer déjà par les 13 paramètres qu'on récupère dans la fonction de reward. Alors je ne vais pas tous les lister, mais je vais vous en présenter 8. Donc là, la position sur la piste, donc là ça représente 2 paramètres. On a le paramètre x et y, donc ça on le récupère au travers de la fonction. Et en gros, il faut s'imaginer un graphique, une abscisse, une ordonnée, et le circuit il est compris dans ce graphique-là. L'abscisse, ça sera x, l'ordonnée y, et les valeurs exprimées sont en mètres. La position de la voiture, c'est le croisement de ces 2 points. Donc on récupère un paramètre x et y, et on pourra s'en servir par la suite en combinant avec d'autres paramètres. Un deuxième paramètre que je trouve important, c'est la partie heading. Donc en gros, c'est le cap ou la direction de la voiture sur la piste. Et donc ça, en fait, ça va nous permettre de savoir où elle va, et après, avec une autre opération mathématique, on pourra voir par rapport au cap de la piste. Donc là, le heading, en fait, c'est en sens anti-horaire, donc de droite vers la gauche. Pareil, il faut s'imaginer dans un graphique avec une abscisse et une ordonnée. Et en fait, les valeurs vont de 180 à moins 180. Donc tout ce qui sera dans la partie supérieure de l'abscisse, de droite vers la gauche, ça fera de 0 à 180. Et ensuite, de la gauche vers la droite, en repassant par les négatifs, ça fera moins 180 à 0. Un des troisièmes paramètres importants, c'est les waypoints. Donc en gros, ça, c'est une liste de points où on connaît déjà les positions par intervalle régulier et par rapport à la ligne centrale. Donc ça, en fait, ce qu'on peut faire par rapport aux positions x et y qu'on a récupérées avant, on va être capable de savoir si on est proche ou pas. Donc du coup, on va pouvoir récompenser si on est proche de ces waypoints. Mais surtout, grâce à ça, on peut aussi identifier le cap de la piste, en fait. On va pouvoir faire une opération mathématique avec plusieurs points pour savoir dans quel sens va la piste, dans quel cap, et du coup récupérer le cap de la voiture et faire une opération mathématique aussi pour savoir est-ce qu'on va dans le même sens, est-ce qu'on est vraiment beaucoup désaxé ou pas, avec ce genre de choses. Et donc là, on va attribuer un reward, plus on se rapproche du cap théorique de la piste, plus on mettra un reward important, et plus on en sera éloigné, moins on en mettra. Un quatrième paramètre, c'est la largeur de la piste. Donc là, comme ça ne nous sert pas forcément tout de suite, mais par contre, associé à d'autres paramètres qu'on récupère, comme la distance depuis la ligne médiane, en fait, on va pouvoir savoir aussi de combien on est du bord, par exemple. Et donc, du coup, plus on se rapproche du bord, plus on met du punishment. Par contre, plus on est vers le centre, plus on mettra du reward. Un des autres paramètres aussi, c'est toutes les roues sur la piste. Par exemple, moi, dans ce que j'ai fait, c'est dès qu'il y a une roue qui est en dehors, je punis. Je ne veux pas qu'elle recommence ça, je veux qu'elle reste toujours sur la piste. Alors, un des autres paramètres, c'est la vitesse de la voiture qu'on récupère à l'instant. Sachant que quand on paramètre un modèle, on paramètre aussi des actions, donc qui vont être l'amplitude, on va dire, de virage qu'elle peut faire entre 30 degrés et moins 30 degrés, le nombre d'actions qu'elle peut faire sur ces virages, elle en fait 3, 5 ou 7. On va définir une vitesse aussi et une granularité sur la vitesse. Quand elle va prendre un virage, la granularité dira que la vitesse maximum que j'ai imposée, quand elle sera en virage, elle sera peut-être de moitié ou de 3 fois moins.
Et du coup, si sur la vitesse qu'on a définie, la voiture avance à la vitesse qu'on a vraiment indiquée, du coup, on peut la reward plus facilement. Et si elle a une vitesse qui n'est pas du tout à ce qu'on aimerait, on la pénalise. Et un des autres arguments paramètres qui est assez important, c'est le steering angle. Donc ça, c'est les roues, comme je disais tout à l'heure. C'est si la voiture tourne à gauche ou à droite. Donc vers la gauche, c'est de 0 à 30 degrés. Et vers la droite, c'est de 0 à moins 30 degrés. De 0, elle va tout droit. Et en gros, celui-là, par exemple, il va nous être utile pour éviter qu'elle fasse des zigzags sur la route. Parce que moi, j'aime pas qu'elle fasse des zigzags. Elle va perdre des points, de la vitesse, etc. Donc là, je vais plutôt vous montrer une démo, plutôt que pour continuer de parler théorie. Et je vais vous créer un modèle en live de Deep Racer. Donc là, ça c'est la console pour créer le modèle. Alors, par défaut, c'est disponible qu'en northérien. Donc c'est juste là qu'on peut y aller. Et ensuite, dessus, il faut des prérequis, entre guillemets, des comptes IAM, et ce genre de choses, mais Deep Racer au premier init, il est capable de vous le faire en fait. Donc comme ça, c'est une solution claire. Ici, je vais venir nommer mon modèle. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à choisir un petit peu mon environnement. Donc, du coup, je vais prendre le circuit de Reinvent. Et là, on a la liste des autres circuits qui sont disponibles pour faire l'entraînement ou de l'évaluation. Donc ici, comme je vous le disais, il y a les actions. Donc c'est ici que je vais définir un petit peu de combien de degrés je veux que la voiture ne tourne pas. Donc là, je vais laisser 30 par défaut. Ici, on a la partie granularité, en fait, c'est ce que je vous disais. Donc là, elle a le choix entre 5 directions possibles, tout droit, et 2 positions sur la gauche, 2 positions sur la droite. Et si je veux, je pourrais en mettre 3 ou 7. Et comme ça, elle aura plus de possibilités. Donc là, je vais laisser par défaut. Ici, sur la vitesse, je vais l'augmenter un peu. Je vais mettre 4 mètres, qui est la moitié de ce qui est autorisé. On est maximum à 8 mètres secondes. Et ensuite, pareil pour la granularité. Je peux dire que là, la voiture, elle avance qu'à 4 mètres. Et peu importe virage, pas virage. Ici, je peux lui dire, ok, tu me la divises par 2. Donc du coup, j'ai 2 valeurs. Soit elle avance à 2 mètres secondes, soit à 4 mètres secondes. Et je peux faire la même chose avec 3 paramètres, et là, ça divise en 3. Là, je vais le laisser à 2. Donc c'est ici qu'on va parler de la reward function. Donc là, c'est un morceau de code Python qu'on peut développer, et on incite à le faire. Là, pour la démo, je vais utiliser les fonctions que nous donne Amazon à disposition. Donc on en a 3, je vais vous le montrer. Celle-ci qui est plus pour rester sur la ligne centrale. La deuxième, c'est celle pour qu'elle reste entre les borders. Par contre, elle peut faire du zigzag. Et la troisième qui est pour prévenir des zigzags. Donc là, pour la démo, je vais utiliser celle-là parce que je l'aime bien. Ensuite, ici, on retrouve les hyperparamètres. Donc c'est ce que Julien et Zacharia nous ont expliqué. Là, je vais les laisser par défaut. Je ne vais pas repasser dessus parce que Zacharia les a déjà présentes. Et là j'ai une stop condition, donc ça va être le temps d'entraînement que je vais lui donner. Donc là, pour la démo, je vais lui mettre que 15 minutes. Et normalement, c'est parti. Donc là, voilà, j'ai lancé l'entraînement. Je reviendrai peut-être à la fin du meet-up ou pendant le networking, parce que là, j'ai quand même à peu près 6 minutes pour lancer la partie SaveMaker. Derrière, il va y avoir les 15 minutes d'entraînement, il va falloir qu'elle se stoppe. Donc on pourra l'évaluer d'ici une bonne demi-heure, je pense. On pourra avoir ça plus tard. Par contre, je vais vous montrer un modèle que j'ai déjà pré-entraîné. Celui-là. Où là, en fait, je vais pouvoir vous montrer le résultat de l'entraînement avec les courbes. Donc là, c'est une fonction qu'on a développée avec Zacharia, de reward function. Et on l'a entraîné pendant 2 heures. Donc au début, on voit bien, elle tatillonne, comme un petit peu les vidéos qu'avait montré Julien Simon avec le coureur. Là, c'est pareil, au début, elle fait que de sortir de la piste, elle ne fait pas grand-chose. Et après, au fil de l'apprentissage, on voit que ça commence à y aller. La courbe bleue, c'est le reward, c'est la récompense que je vais donner. La courbe violette, c'est le progress, en fait. C'est le pourcentage de la piste que j'ai réussi à parcourir un certain nombre de fois, c'est la moyenne. Donc on voit que plus je l'entraîne, et au bout d'un moment, plus elle complète le circuit. Donc là, j'ai fini à 70%. Donc là, ici, c'est une évaluation que j'ai faite. Donc, je suis autour de 18-19 secondes. Je suis encore 10 secondes au-dessus du record sur le circuit. C'est pas terrible. Il faut encore que je continue.
Mais bon, c'est déjà plutôt pas mal pour moi. Au début, j'étais à 40 secondes, j'ai réussi à diminuer de 2, à diviser par 2. Ici, moi, je ne vais pas vous montrer la reward, mais sur les actions, j'avais mis une vitesse assez importante, j'avais mis 5,2 mètres. J'étais resté que sur 2 granularités de vitesse et sur 5 actions de déplacement pour les angles. Et je suis toujours resté entre moins 30 et plus 30. Et je suis resté pareil standard sur la partie hyper paramètre. Là, c'est pareil, je vais faire une évaluation. Bon, c'est pareil, il va falloir attendre un petit peu que ça se lance, mais je vais reprendre le circuit de Reinvent et on va voir comment elle va le faire. Là, je vais lui dire qu'elle va essayer sur 3 tours, c'est le minimum, et on peut aller jusqu'à 5 tours. Cette partie-ci, le Virtual Race Simulation, ça c'est si vous voulez participer à la ligue, en fait. Donc en gros, vous allez entraîner votre modèle, mais vous pouvez aussi le mettre dans la ligue, et c'est là où vous allez pouvoir tenter de gagner un voyage à Reinvent si vous finissez premier. Donc il faut juste se donner un nom, accepter les user agreements, et puis le modèle va tomber. Là, je vais start l'évaluation. Donc là, c'est pareil, je crois qu'il y en a pour 5-6 minutes, donc j'y reviendrai après, je vais continuer sur la présentation du modèle. Alors là, on va vous montrer ce qu'il y a sous le capot en fait, de la voiture, alors, pas forcément celle-là, hein, mais plutôt qu'est-ce qu'il y a derrière la console Amazon. Parce que la console Amazon, quand on reçoit le modèle, en fait c'est vachement simple. On a une console, on remplit déjà des choses ou pas, on peut laisser les paramètres pré-remplis, puis on clique sur le grand modèle. Là, en fait, derrière, l'entraînement et l'évaluation, c'est vraiment du SageMaker derrière. C'est des instances de qui tournent pour pouvoir entraîner et évaluer les modèles. Cette partie-là, en fait, c'est la partie RoboMaker. C'est ce qui nous permet de visualiser la progression de la voiture sur la piste, dans l'environnement, en fait, et de voir comment elle se comporte. Et là, en fait, c'est entre deux modèles différents. Comme ça, on peut comparer qu'est-ce qui s'est passé. Là, on peut voir qu'elle est plus sur le centre de la ligne, et là, on peut voir qu'elle est plus centrée sur la gauche. Un autre point, on va parler un peu de SageMaker. Depuis le mois d'août, on a des instances spot qui sont disponibles. Ça permet de donner jusqu'à 90% des coûts d'infrastructure pour les training jobs en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Pour pouvoir l'activer sur la console, une fois que vous avez votre notebook instance, il suffit d'aller dans les training jobs et d'activer. Maintenant, il y a un petit formulaire qui permet d'activer les spots. Ou si vous le faites en SDK, c'est avec la fonction TrainUse Spot Instance, il faut la passer à tout. Et en fait, ça va vous permettre de faire des économies si vos jobs ne sont pas vraiment dans votre... Enfin, que vous n'êtes pas obligé d'avoir de la puissance en permanence. Juste pour le test. Ce qui se passe derrière la scène, en fait, c'est que lorsqu'on lance le compresseur, il y a SageMaker qui va nous produire un Jupyter Notebook qui sera pour l'entraînement du modèle et qui sera stocké dans un bucket S3. Ce modèle-là sera utilisé par RoboMaker qui utilise derrière la scène la librairie Gazebo qui est une librairie de simulation robotique en 3D. Au fur et à mesure que notre agent il va interagir avec son environnement, qui est la piste ici, les données d'apprentissage seront stockées dans une base de données Redis, sera pour un stockage en mémoire. En effet, pour chaque épisode, la piste elle sera découpée en des segments. Et pour chaque segment, les données relatives au state, action, reward et les nouveaux states seront renvoyés pour chaque épisode, pour chaque state de chaque épisode, ils seront stockés dans Redis. Et le processus il va continuer ainsi de suite jusqu'à ce qu'il converge vers la policy ou stratégie d'optimisation maximale qui va maximiser la reward function. Là, on va vous montrer un démo sur RoboMaker. Bon, nous avons déjà préparé un notebook qui est proposé par AWS. On va descendre directement vers le bas pour vous montrer la simulation en Gazebo.
le démo. Donc, je vais retourner à mon notebook pour relancer. Là, j'essaie de réexécuter le notebook pour atteindre l'état de simulation. Il s'est terminé avant qu'on arrive sur la démo. C'est bon. J'espère que ça va marcher. On est en train de se préparer. Du coup, le temps qu'il manque, je vais peut-être essayer de vous montrer ce qui s'est passé côté Devicer. Donc là, c'est l'évaluation que j'avais lancée. Bon, on voit que là, sur les 3 tours, elle en a réussi que 1, avec un temps de 19 secondes 800. Par contre, bon, là, j'ai pas le flux vidéo, comme l'évaluation est terminée, mais on aurait pu voir le flux vidéo en temps réel au moment de l'évaluation. Par contre, sur le training, voilà. Normalement, là, on va pouvoir voir la partie RoboMaker. Donc là, on voit que la voiture, elle n'a pas encore appris en fait, elle fait un peu n'importe quoi, elle explore, parce que son entropie lui dit d'explorer quand même assez agressivement. Pour l'instant, on voit qu'elle a toujours complété que 12% de la piste, elle n'a toujours pas énormément de reward. On n'est qu'à 80 épisodes, en gros, le batch il est tourné 4 fois. C'est bon. Là, nous avons les différents livrets de simulation. Bon, on va choisir Gazebo. Hop. Là, je vais faire une visualisation nouveau. Où est la voiture? La voiture, elle est là. Ah. Bon. C'est ça la librairie Gazebo proposée par RoboMaker. Le modèle est en train de s'envoyer, c'est bon. Là, voilà, c'est bon. Là, vous voyez que la voiture est en train de chercher son chemin sur la piste. Elle commence à entrer dans la piste. C'est bon. Merci. Tu retournes à Reward Function. C'est bon. C'est fini. Merci. Merci à tous. Donc on a un peu changé le format des meet-up. Ce qui se passe, c'est qu'avant d'aller profiter un peu de la nourriture et compagnie, vous allez avoir des examens, ça va durer 4 heures. Ne vous inquiétez pas, c'est une formalité. Appelez vos proches, vous allez rentrer à l'heure. Je plaisante. Merci à tous d'avoir suivi la session et aux intervenants.
Et je vous propose d'aller discuter avec les experts de chez Cloudreach autour du PR, d'un peu de nourriture, et encore merci.